y a eu un débat entre deux visions de l'écologie. Une vision de l'écologie, je dirais, paysanne, qui correspond à une économie paysanne, ce que j'appellerais une écologie anticapitaliste. Et pour moi, le capitalisme, c'est une économie, et donc, ou anti-industrielle, quoi, contre les excès de l'industrie, je sais pas, on le dit comme on veut. Mais en tout cas, si on est opposé à une certaine forme d'économie, eh bien, il faut mettre en place une autre forme d'économie. Et cette économie, c'est l'économie de partage, l'économie des communs et l'économie paysanne. Alors, moi j'ai fait une formation forestière d'ingénieur forestier et j'ai travaillé dans l'enseignement pendant 3 ans. Et après, quand j'ai arrêté, je me suis très fortement préoccupé de la destruction de la biodiversité des écosystèmes, notamment par le changement climatique, mais pas que, et aussi par la destruction des habitats naturels pour la faune et la flore. Et peut-être du fait de ma formation, mais je mesure à quel point c'est une catastrophe, la pire catastrophe possible, et qu'elle va entraîner la disparition de la majorité de ce qui est vivant et probablement l'espèce humaine avec. Et donc on ne peut pas, avec cette information-là, faire comme si de rien n'était et continuer notre vie normale en se disant j'y peux rien, c'est comme ça, et puis finalement une forme d'irresponsabilité. Et bon, ça tombait bien à ce moment-là de ma vie, j'ai arrêté de travailler et du coup j'avais de la disponibilité pour vraiment prendre cette responsabilité-là un peu à bras-le-corps et me poser la question, qu'est-ce que quelqu'un comme moi, qui suis quelqu'un ordinaire, je peux faire pour prendre acte et les conséquences de ce très très grave problème. Et je me suis dit, évidemment, souvent la première idée c'est qu'on ne peut rien faire, on est impuissant, etc. Et en fait on est des milliards d'humains à se sentir impuissants. Et ça, c'est quand même fou. Et je me suis dit, quelle que soit la force qu'on peut avoir, il faut la chercher, cette force-là. Et je l'ai trouvée ici, donc je suis arrivé ici il y a 9 ans. C'était en 2012. Il y avait le projet d'un aéroport et les habitants du territoire avaient appelé, il y a une poignée d'habitants du territoire qui avaient appelé à venir habiter sur la ZAD pour participer à la lutte. Parce qu'ils disaient un territoire se défend avec celles et ceux qui l'habitent. Et ils constataient qu'au fur et à mesure qu'il y avait des gens qui partaient, il y avait de moins en moins de force sur place. Et si je cite cette phrase, c'est parce que pour moi c'est un mot vraiment important, l'idée d'habiter le territoire. Nous, ici dans le mouvement anti-aéroport, on charge très très profondément de sens ce mot habiter. Habiter un territoire, c'est ça qui fait qu'on le défend contre le monde technocrate, industriel, capitaliste, marchand. Et en l'habitant d'une certaine manière qui est, on pourrait dire, d'une manière proche d'une manière paysanne. Ce que j'appelle paysan, c'est pas agriculteur, le paysan, c'est celui qui façonne le pays. Donc c'est celui qui vit des ressources du pays parce qu'il le travaille. Donc il travaille la forêt, il coupe le bois dans la forêt, il met en culture les terres, il a les bêtes, il boit l'eau de la source et il va pas ou peu au supermarché, quoi. Et donc c'est ça que j'appelle un rapport de vie paysan et une façon d'habiter le territoire vraiment. Habiter, je pense à un texte qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle « Habiter n'est pas loger », qui disait « Loger, c'est être dans une loge, dans un appartement, et finalement on peut changer de loge comme ça. » Alors qu'habiter, non. Habiter, il y a un ancrage dans le territoire, on a travaillé le territoire, on est dépendant de ce territoire et on y est attaché. Et le territoire, est aussi, il est engagé aussi sur une voie, sur une destination qui correspond à un usage paysan. Pour moi, l'écologie, je ne peux pas la dissocier de cette pensée-là. Et donc c'est ce qu'on a fait ici, nous, le mouvement anti-aéroport, en occupant et en habitant le territoire de la ZAD et en remettant les terres en culture, et aussi, donc, pour le cas particulier de la forêt, en redonnant à la forêt une vocation forestière de production de bois.
au lieu d'une vocation aéroportuaire. Ok, ouais, c'est clair. Et du coup, oui, justement sur cette forêt, donc pour revenir sur l'histoire de cette forêt, quand est-ce qu'elle a été plantée, quelle vocation elle avait été, comment finalement sa physionomie actuelle est le fruit de toute l'histoire aussi de lutte sur zone. Alors on a retrouvé dans les archives que cette forêt a été plantée dans les années 40 en pin sylvestre. Et puis après il y a eu une coupe d'ouverture pour introduire le Douglas. Et le pin sylvestre a un peu marché, mais ça ne fait pas des très beaux arbres aujourd'hui. Ils sont assez tortueux là ils sont en mauvais état de santé. Les Douglas, c'était un pari audacieux parce qu'ici il y a un engorgement, on est en zone humide. Or le Douglas, c'est une essence qui ne supporte pas les sols engorgés, mais néanmoins, donc ça fait des arbres fragiles. Là on voit, il y en a un qui est tombé. Mais néanmoins, ça fait des beaux arbres dans cette forêt. Des beaux au sens de l'usage qu'on en a, c'est-à-dire des troncs droits qui poussent bien et qui sont pratiques à récolter et à scier. Et puis il y a tout un tas d'essences qui se sont ajoutées en plus de ces plantations spontanément. Il y a le chêne, le châtaignier, les bouleaux, merisiers, alisier terminal, il y en a tout plein. Et donc on a la chance ici d'hériter d'une forêt qui est diversifiée, qui est mixte. Et ça c'est une grande chance parce que sur les parcelles, sur la ZAD où on voit du châtaignier pur en peuplement pur, eh bien il y a des gros dépérissements, des gros problèmes liés à l'encre, au chancre, qui sont des maladies du châtaignier. Et maintenant il y a en plus un cynips qui attaque le châtaignier et l'affaiblit. Alors qu'ici, du fait du mélange, dans la forêt, les arbres sont en bien meilleur état de santé. Voilà. Après, c'est une forêt qui par contre a été abandonnée. Il n'y a pas eu de coupe. Il n'y a pas eu de coupe forestière depuis. En fait, il n'y a jamais eu de coupe forestière depuis la coupe dont j'ai parlé là, qui est très très ancienne. Et donc les arbres ont grandi et se sont serrés. Et maintenant, quand on est arrivé ici, la forêt était extrêmement dense. Et c'est pas un problème pour la forêt en elle-même, puisque la forêt n'a pas besoin de l'homme pour pousser. Mais nous, les humains, nous avons besoin de la forêt parce que dans un rapport paysan au monde, on a besoin de bois pour construire, pour se chauffer, etc. Et donc, on veut pouvoir entretenir la forêt aussi comme un espace, pas seulement naturel, mais aussi comme un espace de production de bois pour nos besoins. Et donc pour ça, il nous importe d'avoir du bois à récolter régulièrement. Et il y a un arbre qui vient d'être abattu. Et la forêt ici étant très serrée, il n'y a plus de place pour la régénération. Et donc il y a beaucoup de bois moyen et de gros bois, mais la forêt est déficitaire en petits bois. Et donc ça fait que si on continue de récolter les gros bois maintenant, à un moment donné, les bois moyens vont prendre la place des gros bois, mais il n'y aura pas de petits bois pour prendre la place des bois moyens. Et on va se retrouver à un moment donné avec un trou de production où on n'aura plus rien à couper. Et donc là, l'enjeu sylvicole sur cette forêt, c'est à la fois de rattraper le retard de coupe et d'éclaircie en prélevant pas mal de gros bois et de bois moyens pour refaire la place pour qu'il puisse y avoir aussi de la régénération et pour redonner de la lumière aux quelques petits bois qui sont encore dynamiques et bien conformés, mais qui sont relativement rares ici. Il faut à la fois faire ça, et en même temps, puisqu'il y a un retard d'éclaircie, il ne faut pas non plus brusquer trop le peuplement en enlevant trop de bois d'un coup. Ce serait une déstabilisation de la forêt. Les arbres ne seraient pas habitués à d'un coup subir autant de vent et à avoir autant de lumière et d'espace. Et donc il faut vraiment, c'est un peu technique, on est un peu comme sur une ligne de crête où il faut vraiment couper ni trop ni pas assez, quoi. Ok, et donc spécifiquement là sur la parcelle en question, donc qui est une parcelle d'épicéa surtout, donc c'est les enjeux dont tu as parlé maintenant, c'est de viser plutôt les gros diamètres, etc. Enfin comment, du coup quel a été
comment vous développez un peu une méthodologie ou une approche ou une sensibilité sur le marquage des bois ici, voilà, et en comparaison avec ce qui se fait peut-être de manière plus industrielle maintenant en France, quoi. Donc, voilà, je sais que le marquage est une question très sensible. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? Le marquage des bois, c'est le moment clé de la sylviculture, parce que c'est le moment où on choisit les arbres qu'on va couper. Et donc, c'est le moment où on choisit pour quels arbres on va travailler, c'est-à-dire ceux qui vont rester et qui vont bénéficier de l'éclaircie. Et les critères de choix, c'est quelque chose d'important. Et puis, et après, ensuite, on va couper les arbres qu'on a marqués. Et donc, par ce geste, il y a à la fois un acte de mise en situation et de projection sur le très long terme pour cette forêt, qui est un acte où on apprend et où on s'apprend les uns les autres, on le fait ensemble, et donc on n'a pas tous les mêmes connaissances ou le même niveau sur les techniques sylvicoles, mais on se complète et on s'apprend les uns les autres. Moi j'ai une formation, du coup j'ai apporté pas mal là-dedans, mais en même temps ça m'arrive aussi de ne pas voir que parfois il y a un défaut parce qu'on ne voit pas tout. Et là par exemple, ce que je vois, c'est que mes camarades qui n'étaient pas forestiers, qui n'ont pas de formation forestière au départ, eh bien, ils deviennent à l'aise, ils ont compris les enjeux et ils ont acquis cette culture sylvicole. Et parfois, ils me contestent un choix que j'aurais fait en me disant non, mais regarde, et ils argumentent, et je dis ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça. Et enfin voilà, ils ont ils ont gagné en autonomie sur ce moment-là. Et aussi, du fait qu'on se projette sur un très long terme avec la forêt quand on fait le marquage, il y a aussi un sentiment d'appropriation qui est très fort. Et ça, c'est très précieux. C'est-à-dire que le sentiment d'appropriation, il ne faut vraiment pas le confondre avec le sentiment de propriété privée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on s'approprie sensiblement la forêt qu'on considère qu'elle est à nous seuls, c'est pas qu'elle est notre exclusivité. Simplement, ce sentiment d'appropriation, c'est plutôt un sentiment, on pourrait le traduire par un sentiment d'attachement. Et on y tient, quoi. On tient à l'avenir de cette forêt parce qu'on y a passé du temps, parce qu'on y a mis du soin, parce qu'on s'est inquiété pour... Voilà, on est soucieux de la bonne croissance des arbres et du peuplement. Et c'est quelque chose de totalement différent quand c'est un opérateur étranger à nous qui vient et qui marque les arbres et qui les coupe et qui dit qu'il gère bien la forêt. Même si peut-être qu'il gère bien la forêt. C'est vraiment très différent. Et dans cet attachement, effectivement, il y a tout un aspect aussi affectif qui fait que vous l'avez protégé, enfin, en l'occupant, quoi. Oui. En luttant dedans. Là, on voit l'arbre à côté qui est clouté. J'imagine que c'était pour bloquer l'avancée des forces de police. Oui, cet arbre, il y a plein de ferrailles qui étaient mises dans le tronc, de plein de manières différentes, pour qu'il serve de barricade. Parce que là, il y a une piste forestière qui pouvait servir de chemin d'accès facile pour les forces de destruction de la gendarmerie, pour aller détruire la partie de la forêt qui était occupée avec des cabanes dans les arbres. Et donc ça, c'est en 2012 que des gens ont mis cette ferraille dans le tronc pour dissuader de billonner cet arbre à barricade. Et c'est ce que vous avez, dans les différentes zones, effectivement, il y a aussi cette zone sanctuaire qui est une zone auquel vous avez décidé de laisser en tant que telle, en tout cas en évolution, je ne sais pas si on peut dire libre évolution, mais parce qu'il y a un certain passif, il y a une charge affective sur ce coin de forêt. Pour nous, cette zone qu'on appelle la zone sanctuaire, c'était une évidence qu'on n'allait pas y couper des arbres. On ne l'a pas vécu comme une décision, c'était juste évident. Il y a des gens qui ont construit des cabanes, qui ont mis énormément d'énergie, qui se sont mis en jeu contre les forces de l'ordre pour défendre ces arbres. Et on n'allait pas ensuite venir et les récolter comme si rien ne s'était passé dans cette parcelle-là. Voilà. Après, pour nous, ce n'est pas de la libre évolution. Ce que j'entends par libre évolution, c'est soit libre évolution sylvicole, c'est ce qu'il y a ici.
C'est-à-dire qu'il y a des zones qu'on a désignées en libre évolution sylvicole. C'est des petites zones où on laisse les arbres pousser, mourir et s'écrouler librement. Et vu que cette zone est dédiée à ça, on ne va pas essayer de débarrasser la forêt de ces bois morts qui encombrent, parce qu'on n'aura pas besoin d'y passer, on n'aura pas besoin de sortir les bois par là. C'est une zone de la forêt qui est dédiée à ça. La zone sanctuaire, pour nous, c'est pas ça. Bon, déjà aussi, elle est très claire, parce que justement, il y a eu beaucoup de dégâts dedans à cause des combats et de la gendarmerie qui a détruit pas mal d'arbres là-bas. Mais aussi, si à un moment donné, elle devient très dense, qu'il y a beaucoup de choses qui poussent, elle se sera transformée et là on réinterviendra dedans. Donc pour nous, c'est pas vraiment une zone de libre évolution, c'est plutôt une zone de tant qu'elle garde les traces et les marques de la lutte qu'il y a eu dans cet endroit-là, des gens qui ont engagé leur corps contre les machines de la police, on n'ose pas y toucher, quoi. Okay. Est-ce que peut-être juste quelques mots sur, tu parlais d'une zone où vous laissez le bois mort, sur l'importance du bois mort en forêt, justement dans tout ce cycle-là, quel rôle joue le souche, pourquoi on pourrait penser que c'est un bois qu'on peut prélever parce qu'il est mort en tant que tel, mais quelle fonction joue ce bois? Alors avant qu'on s'organise ici pour créer Abracadabois, cette dynamique collective, les gens quand même récoltaient le bois pour construire et pour se chauffer. Simplement, vu qu'ils n'avaient pas les moyens d'abattre des gros bois, ils venaient avec des petites scies à main et ils coupaient les jeunes perches d'avenir. Ce qui a accentué d'ailleurs le manque de petits bois ici. Et surtout, ils récoltaient le bois mort, les arbres secs. Et au départ, il y a eu un conflit fort quand on a commencé à couper des arbres sur la ZAD, parce qu'il y a des gens qui s'opposaient très fermement à ce qu'on tue des chênes ou des arbres plus vieux que nous. Et déjà, donc en fait, ça a été, on a dû se justifier, on a dû s'expliquer. Et ça a été un moment vraiment important, parce que là, on a expliqué que c'était important si on a besoin de bois, c'est important de tuer des arbres qui sont vieux. Et c'est pas scandaleux de tuer des chênes centenaires. C'est même l'inverse en fait. C'est si on ne laisse pas les chênes devenir centenaires et qu'on les tue avant, là, il y a quelque chose de préoccupant, puisqu'il n'y aura plus de chênes centenaires dans la forêt. Et et on a expliqué aussi que, d'une part, que les arbres poussaient en permanence et que ça ne se remarquait pas à l'œil, mais que ce qui se remarquait fort à l'œil, c'est quand on coupe les arbres. Et que si on coupait un volume de bois qui est à peu près équivalent, légèrement inférieur à ce qui pousse chaque année, il y avait un équilibre avec la forêt et que c'était correct. Et ça, à peu près tout le monde l'a compris. Et sur le bois mort, on a expliqué aussi que c'était un problème que de récolter les arbres morts, parce que en fait, déjà, ils contiennent beaucoup de vie. Il y a tout plein de champignons qui ont absolument besoin du bois mort pour pousser, pas mal d'insectes qu'on dit xylophages, qui mangent le bois mort, des oiseaux, des rongeurs, etc., qui vont manger ces insectes, etc. Des chauves-souris qui vont nicher dans les cavités du bois mort, etc. Bon alors, quand ils prélèvent des petits bois, parce qu'ils n'allaient pas non plus prélever des gros arbres morts, donc le problème c'est surtout pour les champignons et pour le retour de la matière carbonée au sol. Et donc on a dû expliquer que c'était pas du tout écologique et qu'il valait mieux pour l'écologie tuer des arbres vivants. Après, il y a quand même un écueil ou une limite à ça, c'est que si on coupe les arbres vivants pour ne pas enlever le bois mort, mais qu'on fait ça sans y penser, ce qui va se produire, c'est qu'on ne va jamais laisser les arbres mourir. Et donc il y aura quand même plus de bois mort. Alors, il est important de désigner des arbres qu'on va laisser mourir. Et donc ici, on en a désigné quelques-uns ici et là, de manière diffuse dans les parcelles. Mais aussi, c'est pour ça qu'on a, c'est pour ça qu'on a désigné une zone en libre évolution, pour que, un endroit où il y avait déjà quelques gros arbres morts, et pour que les arbres puissent continuer à mourir, à s'écrouler et à tomber sur place, parce que du fait de la sylviculture, du fait de la gestion forestière, on ne laisse pas les arbres atteindre ce stade où ils pourrissent. Et donc, ça fait un habitat naturel qui... On ne peut pas dire qu'il est disparu de nos forêts, mais il est quand même devenu tellement rare que les espèces qui sont liées
à ce compartiment-là de bois mort sont devenues elles aussi extrêmement rares. Donc c'est important de penser à elles. Ok, et tu as commencé à évoquer les discussions qu'il y avait eu sur Zone, sur comment gérer la ressource bois, quoi. Est-ce que j'ai l'impression que ça n'a pas été forcément une évidence de penser des coupes dans la forêt? Est-ce qu'il y en a qui étaient là, on ne touche pas aux arbres? Enfin, quel a été le positionnement aussi politique que ça implique de penser à la gestion de cette ressource par rapport à tout le mouvement de Zone, quoi, anticapitaliste? Quelle est la cohérence en fait dans cette action-là? Ben, alors, ce désaccord-là a été l'occasion d'un débat sur la vision de l'écologie entre des gens qui voulaient, qui avaient plutôt un imaginaire de l'écologie qui correspondait à vouloir rendre des espaces à la vie sauvage, avec le souci que l'espèce humaine contrôle, maîtrise et gère l'entièreté du territoire, de tous les espaces, même les espaces dits naturels, et donc veulent restituer à la vie sauvage une partie d'espace naturel la plus large possible. Et moi je ne suis pas contre, nous ne sommes pas contre nous ne sommes pas totalement contre cette idée-là. Preuve en est qu'on a désigné nous aussi des zones en libre évolution, mais par contre c'est vraiment important que ces zones en libre évolution ne soient pas la plus grande possible. Parce qu'on a besoin de ressources, on a besoin de matériaux pour construire, pour se chauffer, pour se nourrir, etc. Et qu'en fait, si on décide de ne pas toucher à la forêt pour la mettre en libre évolution, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le bois, on va l'acheter sur le marché du bois. Et il va venir de forêts lointaines, avec du transport en camion, des forêts beaucoup moins bien gérées que ce qu'on fait là ici. Et donc en fait, il y a eu un débat entre deux visions de l'écologie. Une vision de l'écologie, je dirais, paysanne, qui correspond à une économie paysanne, ce que j'appellerais une écologie anticapitaliste. Et pour moi, le capitalisme, c'est une économie, et donc, ou anti-industrielle, quoi, contre les excès de l'industrie, je ne sais pas, on le dit comme on veut. Mais en tout cas, si on est opposé à une certaine forme d'économie, eh bien, il faut mettre en place une autre forme d'économie. Et cette économie, c'est l'économie de partage, l'économie des communs et l'économie paysanne. Et ce qui manque dans cette pensée qui veut rendre les espaces à la nature sauvage, c'est cette pensée de transformation de l'économie. Okay. D'accord, donc justement, dans quelle économie s'inscrit ce chantier-là quand on parle des usages coutumiers? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? À quoi va être, où va aller le bois en fait, et comment c'est pensé sur ce... Alors on parle beaucoup, on a beaucoup conscience aujourd'hui de l'importance des filières courtes pour éviter, notamment sur le bois, le transport qui consomme énormément de carburant. Et ici, c'est de la filière ultra courte, puisque le bois est sorti de la forêt et amené à Bellevue. C'est juste à côté. Et là, il y a un grand atelier à bois et une scierie qu'on a mis en place à cet endroit-là. Et donc les bois sont sciés ici sur la ZAD. Et ensuite, il y a des équipes de charpentiers, charpentières et de menuisiers, menuisières qui travaillent ces bois pour en faire des portes, des fenêtres, des charpentes, des toitures. Voilà. Et le bois qui ne peut pas être scié, qui est trop tordu, trop fin pour ça, eh bien, il est utilisé en bois de chauffage. Ok, ça marche. Et ça vaut aussi bien pour la forêt que pour les haies. Ok. Ce qu'on a moins vu, effectivement. Et ok. Bon, sur le chantier, j'aurais aussi des questions que je poserai à Clément, parce que comme ça. Mais oui, je t'en avais pas parlé tout à l'heure, mais donc c'est une forêt qui a un statut qui est au département. Oui. Abracadabois s'est occupé de la forêt en quelque sorte depuis quelques années. Quel est maintenant l'enjeu dans cette dans ce dialogue avec le département et l'ONF sur la gestion de cette ressource et sur l'expertise que vous avez pu développer, la reconnaissance de l'expertise et des usages coutumiers qui sont sur cette zone? Alors maintenant que le projet d'aéroport est abandonné, ce qui est compliqué, c'est la régularisation administrative de nos activités et de ce rapport de vie au territoire, cette appropriation du territoire et appropriation sensible.
cette économie alternative, commune, collective. Et le problème, c'est qu'il y a une conflictualité politique avec l'État sur cette question-là. L'État aurait voulu dissoudre complètement l'organisation collective qui lui échappe sur ce territoire, aurait voulu nous détruire, nous éclater et qu'on ne puisse plus s'organiser parce que même si on est une force, enfin modestement, on est quand même une force politique qui a quand même réussi à faire plier le projet d'aéroport, mais qui aussi se bat sur plein d'autres choses. Un projet Amazon de construction de grands entrepôts à Montbert, sur les projets d'industrialisation de l'agriculture en Vendée avec les méga-bassines, sur plein de choses comme ça, on participe et on soutient. Et en fait, aussi du fait d'être ensemble et d'être une organisation, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça fait aussi qu'ici on ne se sent pas faible. On n'est pas totalement faible, on n'est pas impuissant parce qu'on se rend compte qu'en fait, en mettant nos forces en commun et en s'organisant, eh bien on arrive à tenir tête à des projets de développement économique de l'État ou de l'économie privée. Et donc l'État a voulu ici nous anéantir, mais n'y est pas parvenu. Alors, nous, on voulait racheter le territoire. On a monté pour ça un outil qui est un fonds de dotation. C'est un outil juridique, économique, qui permet de faire des levées de fonds et avec cet argent d'acheter des biens, des maisons, du territoire, d'une manière inaliénable et non attachée à des individus. C'est le fonds de dotation qu'on appelle la terre en commun, qui serait propriétaire des terres et des bâtis et des forêts de la ZAD. Et ensuite, ces biens-là seraient gérés, toutes les questions liées à qui a l'usage de quoi, comment, quels usages superposés, etc. Ben, s'il y a des conflits, s'il y a des problèmes, ce serait tranché par une assemblée d'habitants, une assemblée de gens habitants, ou pas que habitants, mais de gens qui sont impliqués sur ce territoire. Et l'État a refusé de faire ça, il a voulu garder la maîtrise foncière. Or, nous, c'était une façon qu'on avait trouvée un peu détournée à la fois d'avoir un pied dans le cadre du droit, d'être dans le cadre du droit, et en même temps de garder une pratique des communs. Parce que vraiment, on situe dans cette économie des communs aussi parce que le soin au territoire, l'écologie, elle est aussi liée à un rapport commun au territoire, à cette logique des communs. Ouais. Et l'État n'a pas voulu, nous a imposé, par exemple sur la forêt, même sur l'ensemble de la ZAD, que la ZAD soit régularisée dans le strict cadre du droit et en refusant de nous vendre les terres. Et donc sur les terres agricoles, on est bailleur, on est fermier. Enfin, ils ont demandé des noms d'agriculteurs, donc il y a des gens qui sont déclarés comme agriculteurs, qui ont fait, soit qui avaient un diplôme, soit qui ont passé la capacité agricole, et qui ont donné leur nom et qui donc ont des baux d'une durée de 9 ans. Des baux de fermage, c'est quand même des baux stables, quoi. Ce n'est pas aussi bien que ce qu'on voulait au départ, mais en pratique, ça revient à peu près au même, parce qu'on n'imagine pas l'État expulsé après 9 ans. C'est pas réaliste. Ce qui change à ça, ce qu'on n'a pas gagné, c'est l'idée évidente pour tout le monde qu'on aurait arraché quelque chose de nouveau par la lutte. Ça donne l'impression, ça peut donner l'impression que ici tout est rentré qu'il n'y a plus rien d'extraordinaire ici. Alors que si, en fait, il reste ici ce lien collectif, cette économie commune par rapport au territoire. Et sur la forêt, c'est le département qui est devenu propriétaire. Et l'État donc, nous a imposé, comme il dit, le strict cadre du droit, c'est-à-dire que comme le propriétaire est une puissance publique, le département, alors c'est l'ONF qui a le monopole de la gestion. Et donc plus nous. Et alors il a fallu négocier avec le département et avec l'ONF des détours complexes pour arriver à faire admettre et à faire écrire qu'on participerait à toutes les étapes du marquage des arbres, de la coupe, de l'utilisation des bois, etc.
Et donc on y arrive comme ça, c'est-à-dire que dans l'idée, mais ce n'est pas encore tout à fait terminé, hein, c'est en cours, ça risque de durer encore un certain temps. Alors c'est nous qui avons écrit l'aménagement forestier, c'est-à-dire le document qui planifie les coupes et les travaux dans la forêt, qui fait l'inventaire de l'état des lieux et qui planifie tout ça. Et normalement c'est l'ONF qui a le monopole de la rédaction de l'aménagement. Donc par exemple, le département nous a acheté ce travail-là comme un document d'aide à la gestion pour le propriétaire. Et ensuite va l'examiner évidemment, et puis s'il est d'accord avec ce contenu-là, va le transmettre à l'ONF comme cahier des charges pour la rédaction de l'aménagement. Et l'ONF va reprendre ce document-là et va rédiger quelque chose qui sera en fait très proche a priori, on espère, de ce que nous on a écrit. Et s'il y a des divergences, eh bien, si ça se passe bien, ça fera l'objet de discussions et peut-être qu'on sera d'accord, quoi. Mais en tout cas, sur le fond, il y a un certain nombre de choses qu'on ne voudra pas lâcher. Et notamment, ce qui est compliqué, c'est le martelage, parce que le martelage, on tient absolument à le faire nous. Et l'État et l'ONF tenaient absolument à ce que le cadre du droit soit respecté, donc c'est seulement l'ONF qui peut le faire. Et sur ce cas-là, par exemple, eh bien, ce qui se passe, c'est que nous, on fait ce qu'on appelle le pré-martelage, c'est-à-dire qu'on choisit les arbres en les entourant d'une ficelle comme on fait toujours. On ne les marque pas à la peinture parce que si on marque à la peinture, après on ne peut plus changer d'avis, ils sont marqués. Alors que parfois, on a envie d'y revenir, de changer d'avis, on prend le temps, on décide ensemble, on a parfois des débats, pas sur chaque arbre, mais presque. Et ensuite arrive l'ONF qui valide le marquage, ou si ça ne leur convient pas, on discute et ils expliquent, et on se met d'accord sur des modifications. Et ensuite, on fait la coupe conformément au marquage. Okay. Ouais. Et en fait, donc quand tu l'expliques, j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait établi cet accord tripartite entre le département et l'ONF. Et sur le plan de gestion forestier dans les 20 ans Oui, le plan c'est pour 20 ans. Ok, c'est quelque chose qui est en cours ou qui est déjà signé? Eh bien, alors, on a déjà signé une convention tripartite avec le département et l'ONF qui précise la place de chacun et l'agencement du travail de chacun pour cette forêt, ce qui nous garantit à nous de pouvoir continuer nos activités et ce qui garantit aussi pour le département et l'ONF que le cadre du droit est quand même assez respecté. Et ensuite, on a signé aussi un contrat d'assistant technique à donneur d'ordre entre nous et le conseil départemental qui prévoit justement l'achat de l'aide à la gestion avec la fourniture des données de l'inventaire et du document du plan de gestion de la forêt sur 20 ans aux propriétaires et le suivi. Et il reste encore à faire, notamment à traiter la question de la vente du bois parce que c'est aussi un autre monopole de l'ONF. Et or nous, le bois, on tient à ce que ça reste en circuit court. Alors on est quand même un peu rassuré parce que c'est écrit dans la convention tripartite que ça fait aussi partie de la volonté du propriétaire, le département, qu'il y ait une mise en place d'une économie à circuit court sur la forêt ici. Donc il a garanti quand même le respect, dans les grandes lignes, les lignes politiques, ils nous font confiance et ils sont d'accord et même assez enthousiastes de ce qu'on propose. Donc ça c'est quand même si c'est compliqué dans la mise en œuvre, dans la traduction juridique et surtout qu'il y a cette contrainte que ça doit être pour eux dans le strict cadre du droit, malgré tout il y a quand même, une confiance et une acceptation de leur part qui nous est favorable. Ouais, okay. Et justement, de rentrer dans ces négociations avec le conseil départemental, les conciliations administratives, juridiques, c'est un peu la nouvelle phase de lutte sur zone, quoi. Je veux dire, après une lutte avec force contre le plan d'expulsion, est-ce que c'est une culture, enfin, je veux dire, est-ce que c'est un savoir-faire et des pratiques qui ont été évidentes au départ comment été identifié et comment les gens sur zone se sont appropriés un peu cette nouvelle phase de lutte qui est maintenant, en quelque sorte, s'intégrer aussi au droit, quoi. Oui. Alors, c'était évident que contre un projet d'aéroport, il fallait lutter de toutes les façons possibles.
pas n'importe comment, mais d'agencer toutes les façons possibles de lutte ensemble, c'est-à-dire à la fois d'utiliser le terrain médiatique, le sabotage, la lutte juridique, la confrontation avec les forces de l'ordre, etc. Et, et s'il n'y avait pas eu cette culture de la lutte, on n'aurait pas gagné contre l'aéroport. Et aussi, maintenant, on est dans une nouvelle forme de lutte qui est une lutte plus la négociation. Ça peut aussi ressembler parfois à un bras de fer. Ou en tout cas, même si ça ne ressemble pas à un bras de fer dans les moments de négociation, en fait, si aussi ce qu'on est et ce qu'on fait ici est respecté, c'est parce qu'il y a tout ce passif et qu'ils savent qu'on peut mobiliser très vite et très fort plein de gens. Et voilà, il est très, très probable qu'on n'ait pas rencontré autant d'écoute s'il n'y avait pas eu ce préalable-là, quoi. Ok. Ouais, donc ça pèse aujourd'hui dans les rapports de force qui sont... Oui. Ok. Oui, et voilà, avant de négociation, stratégiquement, c'est sûr que c'est important qu'on ait fait preuve de notre capacité de force. Et dans les deux sens. C'est-à-dire que l'État a fait la même chose. Au printemps qui a suivi l'abandon du projet d'aéroport, ils sont venus, ils ont détruit massivement beaucoup de lieux de vie de la ZAD. Et suite à ça, ils nous ont dit, maintenant on négocie. Et donc on était obligé d'accepter un certain cadre de négociation et le principe même des négociations. Sinon, tout allait continuer à être réduit en miettes et on allait disparaître. Et inversement, dans l'autre sens aussi, c'est à partir du moment où ils ont accepté la négociation avec nous, ils savent quand même qu'ils négocient avec des gens qui peuvent mobiliser des dizaines de milliers de personnes, qui n'ont pas peur d'une confrontation, du sabotage, qui utilisent tous les moyens médiatiques, juridiques et physiques possibles, quoi. Ok, et ouais, du coup, dans une vision plus large de ces enjeux-là au niveau national et même limite civilisationnel, ce qui s'est passé ici, tu penses qu'il y a une capacité d'essaimage? Comment finalement on peut se sortir de se réapproprier, que les habitants, que le vivant se réapproprie le destin de nos territoires? Est-ce que ça passera justement par le renversement de ces rapports de force, par phase d'occupation? Ma question n'est pas très précise, mais est-ce que de ce qui s'est passé là, qu'est-ce que ça peut dire en fait des portes de sortie qu'on a, des prédations sur le territoire, du système capitaliste, de l'exploitation des ressources, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose stratégique à en tirer, je veux dire, dans l'approche de lutte? C'est sûr que ce qu'on fait ici, c'est pas seulement pour ici, c'est aussi en vue d'un changement global à une bien plus large échelle. Et autant on peut se sentir fort ici sur le territoire dans ce qu'on fait, je pense qu'on est une vraie force, autant à l'échelle nationale, mondiale, on est un peu moins fort, mais on n'est pas impuissant. Une des choses intéressantes aussi, c'est effectivement la forme d'exemple ou d'inspiration plutôt que ça peut être ici pour d'autres choses ailleurs. Aucune lutte ne s'invente totalement sur place. On remobilise des choses qui ont été inventées dans d'autres choses avant, ailleurs. Et après, c'est très difficile de savoir ce qui va s'essaimer ici, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'inscrit dans des réseaux larges, notamment au sein du réseau des alternatives forestières, aussi des soulèvements de la terre. On est aussi aux côtés d'autres luttes forestières dans d'autres régions. Et aussi, quand on fait les chantiers forestiers ici, il y a à peu près la moitié des gens qui participent au chantier et qui se forment au bûcheronnage et à la sylviculture qui sont du coin de la ZAD et la moitié qui viennent de toute la France. Et voilà, comme ça, par cette mise en réseau, par ces échanges, on espère qu'il y a des choses qui vont essaimer ou qui vont être réinvestis soit dans d'autres alternatives économiques au capitalisme, soit dans d'autres luttes, idéalement les deux, mais voilà. Ok. Après, pour l'instant, je prends beaucoup, et puis dans le montage, ouais. je verrai, et puis voilà. Après aussi, si ça t'intéresse, je peux faire aussi un montage
à partir de l'entretien, des images de forêt, enfin tu vois, c'est Ouais. un objet en tant que tel, quoi. Bon, bah, je sais pas ce que je peux te montrer, hein. Ouais, comme ce que j'avais comme question aussi, c'était. C'est peut-être un peu plus complexe à synthétiser, mais c'est de dire quelque chose aujourd'hui du destin de nos forêts, du fait de la stratégie de la biomasse, de la transformation des forêts en monoculture, enfin inscrire un peu le contexte aussi de devenir en fait des transformations des forêts françaises, quoi. Ouais. Alors l'avenir des forêts est très préoccupant et très incertain. On a vraiment de quoi s'inquiéter de l'industrialisation croissante des pratiques forestières. C'est-à-dire que la forêt, elle est vue un peu moins que les terres agricoles comme un lieu de production juste mais on y voit aussi, on y voit aussi on reconnaît à la forêt aussi une valeur écologique, poétique, symbolique, etc. Néanmoins, pour autant, la forêt suit aussi le chemin de l'agriculture et de l'industrialisation de l'agriculture. Et toutes les dérives qu'on connaît aujourd'hui très graves dans l'agriculture, on les retrouve aussi en forêt, simplement avec un peu de retard ou de manière un peu moins intense, mais cette évolution se poursuit et c'est extrêmement préoccupant. Et il y a aussi une deuxième chose qui est extrêmement préoccupante pour les forêts, c'est le changement climatique. Parce que le changement climatique, ça va être plus un certain nombre de degrés. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que quand on dit plus 2 degrés ou plus 3 degrés, c'est pas juste il fera un peu plus chaud. C'est que ça va tellement bouleverser les écosystèmes que les équilibres écologiques que les espèces ne seront plus adaptées à l'endroit où elles sont. Et dans les forêts, c'est préoccupant parce que 50 ans, s'il fait plus 3 degrés dans 50 ans, eh bien, c'est moins qu'une génération d'arbres. Un chêne, on le coupe à entre 180 et 220 ans à terme. Alors, si dans 50 ans, il n'est plus adapté, je vois pas trop d'avenir pour la chênaie, par exemple. De même pour la hêtraie, etc. J'avais participé à une modélisation, à un exercice quand j'étais en formation forestière, où on avait modélisé la niche écologique du hêtre en fonction de centaines de milliers de points je ne sais plus combien, c'est des centaines de milliers. Je vais reprendre. Ouais, ok. Ouais. J'avais participé à une modélisation de la niche écologique du hêtre pendant ma formation forestière, qui m'avait marqué parce que on en avait, à l'aide de plein de points d'inventaire qui ont été faits partout en France et des données climatiques et de sol, etc., on avait pu comprendre, établir ce qui détermine la présence ou l'absence du hêtre par rapport à l'environnement auquel il peut être adapté. C'est ce qu'on appelle sa niche écologique. Et il y a un autre groupe qui avait fait le même exercice en modifiant si la température était 1 degré plus grande, 2 degrés plus grande, 4 degrés plus grande, qu'est-ce que ça donne? Et ce que ça donnait, c'est que la nouvelle niche écologique du hêtre était disjointe de la niche écologique actuelle. C'est-à-dire qu'en 50 ans, on peut s'attendre à ce que, par exemple, le hêtre disparaisse totalement, soit qu'ils doivent faire une saute altitudinale qu'il est incapable de faire puisqu'il n'a pas de pattes pour courir, soit qu'ils doivent migrer vers le nord d'une manière, encore une fois, qui n'est pas possible en 50 ans, qui est possible en 1000 ans, mais pas en 50 ans. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience de la rapidité de l'impact. On pense que les arbres, les forêts en quelque sorte dans leur composition est un peu éternelle et qu'elle ne peut pas être modifiée comme ça en 50 ans, ainsi si fragilisée que tout d'un coup le chêne ne pourrait plus pousser dans son habitat historique, quoi. Mais c'est ce qu'on a potentiellement devant nous, quoi. Et je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte. Ouais. Moi je me souviens d'un copain qui me disait le changement climatique, s'il fait quelques degrés de plus, on aura plus chaud. Ça l'embêtait parce qu'on peut-être on pourra plus skier, mais c'est pas grave, on fera d'autres choses. Enfin, il ne se rendait pas compte que peut-être aussi que c'est la fin de l'agriculture, on ne sait pas.
parce que quelques degrés de plus, et il y a tel ravageur qui était contrôlé par le froid, qui d'un coup va prendre des proportions énormes et va ravager les cultures. Euh, on ne sait pas ce que ça peut venir bouleverser, mais en tout cas ça va venir bouleverser énormément les choses. Et pas que les forêts, l'agriculture aussi, mais tout ce qui est lié à la biodiversité, au vivant. Et ça c'est le plus grave, quoi. Et nous on croit, on espère, on s'illusionne, on se rassure en voulant croire que on arrivera à trouver des solutions. Mais je vois pas quelle solution on peut trouver quand on n'a plus de forêt, quand on n'a plus de bois et quand l'agriculture bat de l'aile. Et quand tu dis oui, les gens ne se rendent pas compte. Moi, ce qui m'a poussé aussi avec la voix des plantes, c'est de dire en fait, tu peux avoir une conscience écologiste assez détachée en fait des enjeux quand tu n'habites pas l'habitat en fait. Quand tu es en mode urbain, oui, c'est des combats de pétition, de marche, etc. Mais il y a une question aussi liée à l'expérience quotidienne de lien avec des environnements qui sont affectés. Voilà, le fait ici que la forêt en quelque sorte soit habitée en conscience par les gens, parce que c'est là où ils dépendent de cet espace pour se chauffer, pour s'habiter, etc. Est-ce que toi personnellement le fait de, je sais pas où tu étais avant, mais d'être en quotidien dans cet habitat, avec cet habitat, en dehors de la conscience des enjeux, plus voilà, une conscience intellectuelle, est-ce qu'il n'y a pas aussi un ressenti qui se développe et un attachement du fait d'habiter cet habitat et d'y être, de le traverser quotidiennement? Je veux dire, c'est aussi de l'ordre de l'expérience quotidienne de vie, quoi, qui nous fait en dehors de prendre conscience, qui nous rend sensibles à ce devenir-là. Je sais pas, pourquoi vraiment poser de questions. Non, mais après c'est sûr que, alors j'aime pas trop le terme de sensibilisation pour dire qu'il faut que les gens prennent conscience. Souvent j'y vois quelque chose de condescendant mais c'est sûr que quand même l'émerveillement qu'on peut avoir ou le plaisir qu'on peut avoir à connaître un territoire avec ses arbres, sa faune, sa flore, et à le connaître et à le travailler, c'est quelque chose qui nous amène à vouloir le protéger. Et c'est pour ça, par exemple, que il y a des... Et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a des gens des comités de soutien qui ont recréé des sentiers de randonnée, à la fois pour inviter les gens à venir déjà se rendre compte que la ZAD était belle et devenir sensible et avoir envie de protéger ce territoire. Et à la fois aussi pour montrer que la ZAD était un endroit rejoignable et pas un endroit dangereux, hostile, comme l'État voulait le faire croire. Bon, et aussi parce qu'eux-mêmes aimaient et la ZAD et la randonnée. Alors ici on est dans la petite zone, alors attends, comment je le prends peut-être je reprends un peu comme le discours comme j'allais le faire, comme je l'ai fait tout à l'heure, ça fera doublon, mais... Alors puisque même si on gère bien une forêt, ce qui se passe c'est qu'on prévoit de couper les arbres avant qu'ils meurent par eux-mêmes, ça fait qu'il manque de bois mort. Eh bien ici on a désigné une zone en libre évolution où il y a déjà des gros bois morts qu'on va laisser, mais aussi on va leur permettre de complètement pourrir et de s'écrouler, comme celui-ci ou celui-là au sol. Et parce que ici, vu que c'est une zone dédiée, on n'aura pas à passer avec les chevaux, à sortir des bois et on n'aura pas à déblayer. Et voilà, ça permet de maintenir des gros volumes de bois mort en un seul morceau ou en plusieurs ciscasses, mais en gros morceaux. Et ce qui est rare dans les forêts et intéressant, important pour la biodiversité. Là on voit, il y a les pics qui se sont beaucoup nourris. Ils ont donné des coups de bec. Et il y a aussi des trous, alors il y a des mélanges de coups de bec de pic et de trous d'insectes. Donc en fait ce bois il est complètement plein d'insectes xylophages qui mangent du bois et qui sont des insectes toujours assez rares puisqu'il y a peu de bois mort.
Il y a des champignons là, il y a un bout de champignon qui dépasse, là aussi. Donc ce bois-là, il est habité d'une biodiversité microbienne, champigno-fongique et entomologique vraiment intéressante, quoi. Voilà, et là on ne sait pas trop pourquoi, il y en a plusieurs. Il y a un petit regroupement de ces gros bois morts. Et les gros bois morts, c'est particulièrement intéressant. Et aussi, comme cette parcelle est dans un coin de la forêt, eh bien, c'était pratique, ça fait que ça ne gêne pas la sortie des autres bois. Et donc c'est pour ça qu'on a désigné cet endroit-là comme de libre évolution sylvicole. Ça, tu arrives à reconnaître quelle était l'essence? Oui, ça c'est un pas maritime. Tu le vois au reste des corps, c'est oui, il y a des restes. Ah des ouais, mais massifs aussi, je le voyais ouais, à l'aspect du tronc. Ouais. Gros, pas très droit. Ouais. Et la branchaison, c'est typique, c'est un résineux gros comme ça. C'est pas. Ouais. Un Douglas aurait été beaucoup plus droit, aurait eu des grosses branches un peu plus fines. Ouais. Tu peux réexpliquer la capacité du pic à résister aux vibrations Ah oui. Alors les pics, c'est des oiseaux assez incroyables parce qu'ils passent leur temps à se cogner la tête et le bec contre les troncs d'arbres. Et à la fois, c'est leur façon de communiquer et de signaler leur présence. À la fois, c'est leur façon de creuser des trous, de faire leur nid. Et en fait, nous, on ferait ça, on se ferait mal à la tête. Et eux, ils ont le cerveau ils ont un système de suspension du cerveau qui fait qu'en fait, ils peuvent comme ça se cogner très très fort sans tomber dans les pommes, quoi. Et ils ont autre chose qui est fou aussi, c'est qu'ils se nourrissent en plongeant leur langue dans les trous des insectes. Et parfois, les insectes qui sont dans le bois peuvent faire des trous profonds. Et donc, il leur faut pouvoir allonger leur langue très loin. Or, un muscle ne peut pas s'allonger de 2 fois ou de 4 fois sa longueur, ça ne marche pas. Et donc, la solution que la nature a inventée pour les pics, c'est qu'ils aient une très longue langue qui est enroulée autour de leur crâne. Donc la langue part de leur gorge, fait le tour du crâne et arrive dans le bec. Et comme ça, quand ce long muscle s'allonge, ça leur permet de gagner autant en profondeur dans l'arbre. Alors moi, la question que ça me pose, c'est quand est-ce que ça s'est créé, quoi? À quel moment les mutations génétiques ont pu faire que d'un coup, ça fasse le tour du crâne? Est-ce que ça s'est fait d'un coup? Est-ce que ça s'est fait progressivement? Je vois pas comment on peut faire le tour